Salut à tous, bienvenue dans votre Quoi de neuf quotidien, évidemment, que vous aimez, que vous adorez, que vous attendez surtout. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. La femme, alors là, vaste, avec comme invité Valérie Vertal-Loriot, qui est syndicaliste, co-secrétaire du SNES-FSU et enseignante, prof de lycée, qui va nous parler de la journée du 8 mars. Bonjour Valérie. Bonjour Michel. Oui. Alors, j'ai parlé de la journée du 8 mars en tant que la journée. Alors, c'est quoi exactement? Journée de la femme, journée des femmes, journée du combat qu'ont mené les femmes. Essaie de cerner un petit peu la manifestation. C'est la journée de lutte pour les droits des femmes. Cependant, moi, je ne suis pas du tout attachée à un mot particulier, qu'on dise journée de la femme, qu'on dise journée de lutte des femmes, etc. Peu m'importe. Ce n'est pas l'essentiel pour moi. C'est surtout un moment lors duquel on a besoin de se pencher sur la situation des femmes et sur le déficit d'égalité des femmes. On se dit souvent que je suis de l'éducation nationale et qu'on n'en souffre pas, et pourtant, il y a des chiffres qui ne mentent pas. Mais en tant que prof, Valérie, évidemment, tu connais les mentalités actuelles, tu vois défiler des générations. Est-ce que tu penses que du côté de la famille, même de la cellule familiale, la femme a un rôle déterminant également? La mère. Évidemment, en Martinique plus particulièrement aussi, la mère a un rôle central dans les familles. Cependant, aujourd'hui, il y a aussi une évolution des mœurs, ce qui fait que l'homme aussi a sa place importante. Et aujourd'hui, il ne faut pas, à mon sens, opposer l'homme et la femme. Tous les deux sont des éléments centraux dans une famille et il faut véritablement reconnaître qu'il y a une grosse évolution de la part des pères en Martinique qui aujourd'hui aussi ils ont des responsabilités. Ont des responsabilités et s'occupent de leur famille. Parce qu'on parle souvent de la femme, bien évidemment, mais c'est aussi important de parler de cette égalité entre les hommes et les femmes qui est extrêmement importante et pour laquelle on doit encore lutter. Alors, effectivement, tu as bien fait de le préciser, justement, des femmes dans le foyer, la mère, celle qui s'occupe des enfants, la femme de responsabilité, la femme de personnalité, mais, par exemple, les notions de respect avec la nouvelle génération. Est-ce que tu crois qu'elles sont encore présentes dans les foyers? Oui, je crois qu'elles sont encore présentes dans les foyers, et puis ce sont des questions qui sont de plus en plus importantes aussi pour les jeunes filles qui sont à l'école et avec lesquelles on parle de ces questions-là, notamment en éducation morale et civique, en EMC, où on peut parler de l'égalité et de l'absence de discrimination vers lequel on tend. Bien évidemment, il s'agit d'un idéal parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discrimination à l'égard des femmes, mais ce sont des sujets qui sont très, très importants pour notre jeunesse. Et c'est là aussi que l'on voit que la société a beaucoup changé parce que ce sont des questions que nous, on ne se posait pas quand on avait leur âge, mais qu'elles se posent aujourd'hui. Voilà. Autre temps, autre mœurs, vous l'avez compris, il y a des problèmes qu'on rencontre, même dans le cadre de l'enseignement, qu'on retrouve dans les foyers, etc. On va quand même parler d'un problème qui préoccupe surtout les parents ces jours-ci, le problème du harcèlement à l'école. Tu as connu ça, effectivement. Avant, c'est pas aussi marquant, quoi. Alors peut-être qu'avant les choses étaient plus tues, mais bon, avec les réseaux, je crois que les choses se sont aussi beaucoup développées ces dernières années. Il y a beaucoup de harcèlement scolaire qui n'est pas seulement à l'encontre des jeunes filles, qui est aussi à l'encontre des jeunes garçons. Il y a beaucoup de harcèlement scolaire. Le ministère a déclaré qu'il s'agissait d'une priorité, alors qu'aujourd'hui, il nous manque énormément de moyens. Et on a l'impression souvent que ce ministère décide qu'il s'agit d'une priorité dans les paroles, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, mais que dans les actes, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Parce que pour s'inquiéter de harcèlement scolaire, il faut bien évidemment aussi mettre en place et donner un certain nombre de moyens, tant humains que numéraires tout simplement, pour pouvoir mettre en place des politiques de lutte contre le harcèlement scolaire. Et aujourd'hui, il faut dire que les gamins, ils ont peur. Il y a une très très grande peur et je vois qu'il y a de plus en plus de pages sur les réseaux qui dénoncent le harcèlement. Il faut qu'on s'en inquiète. Il faut aussi s'inquiéter de toutes les dénonciations calomnieuses qu'il peut y avoir parce que ça existe aussi. Donc, à chaque fois qu'on parle de situation de harcèlement, chaque établissement se saisit de la question naturellement pour faire des enquêtes aussi, ce qui n'est pas toujours simple. Mais aujourd'hui, ce sont des questions qui doivent nous inquiéter et je crois que c'est aussi du domaine de l'éducation parce que tant qu'on ne va pas expliquer aux enfants que les réseaux, qu'il faut faire attention aux réseaux, qu'on ne peut pas tout dire sur les réseaux, que on n'est pas obligé d'avoir des pages Instagram, etc., de toutes les pages sur lesquelles il peut y avoir des réseaux, des réseaux sociaux. Il faut qu'on sache éduquer
à l'utilisation de ces réseaux. Parce qu'effectivement, c'est bien de le préciser, Valérie, parce que le réseau en lui-même, c'est pas un instrument de moralité. On n'est pas là pour vous apprendre à éduquer vos enfants, etc. C'est un instrument d'expression. L'expression est libérée, mais on peut trouver tout et n'importe quoi aussi là-dessus. Ouais. L'expression est libérée, mais par contre, elle doit s'arrêter là où la loi entre en jeu. Et c'est ça. Il y a très peu de conscience des obligations réglementaires des uns et des autres. À un moment, on ne peut pas avoir de propos sexistes, racistes, homophobes. Et ça, il faut que chacun soit conscient qu'il s'expose à la justice quand il a ce genre de propos-là. Et on tente de faire le travail, en tout cas en éducation morale et civique à l'école, mais il faut aussi que les parents nous aident dans ce sens. Mais oui, évidemment. Alors bien, on s'adresse quand même à un public averti, avec des parents qui nous écoutent, qui sont là en train de nous écouter. L'expérience, par exemple, des conseils de classe que tu as dû souvent présider, que tu as vu, etc. Le parent, il a une présence consultative, ou alors il est là également pour échanger avec vous. Ça se passe comment, un conseil de classe? Alors, moi, je ne préside pas de conseil de classe, c'est le chef d'établissement qui préside le conseil de classe. Le parent est là pour représenter la communauté des parents, puisqu'il y a en général 2 parents dans chaque conseil de classe qui représentent la communauté des parents, et pour pouvoir éventuellement nous donner un certain nombre d'éclairages concernant la situation particulière d'un élève. Il faut savoir aussi que le parent ne doit pas intervenir sur son enfant, sur le cas de son enfant. En conseil de classe, on n'est pas là pour venir défendre son enfant. C'est un tribunal, quoi. Ce n'est pas et on est là surtout pour pouvoir nous donner un certain nombre d'éclairages sur sur certaines situations particulières que vivent des enfants. Les parents non plus ne sont pas là pour proposer ou pas des récompenses. Ce sont parce que souvent, les enseignants. On trouve ce problème-là. Comme on est choyant pas une table d'honneur libre, puis tout le bagage, alors qu'un tel X, etc. Donc, tu vois, on est dans le comparatif dans cette société. C'est de l'émotif, quoi. Évidemment, ce moment-là, il va échouer autrement. Bon, on va laisser un petit peu le domaine de l'enseignement, et on va revenir également vers le domaine de la société. La femme, l'image de la femme, les femmes en politique, les femmes qui s'engagent dans des combats. Est-ce que tu penses que là, la femme, elle a plusieurs terrains d'expression là, maintenant? Oui, je crois que la femme a sa place, en tout cas dans l'expression publique, parce que la femme, voilà, on est différents, les hommes et les femmes, et ça, pour moi, c'est un constat qui est implacable, et que chacun a sa part à apporter. Oui. Pour la défense, soit sur le terrain syndical, soit sur le terrain politique, soit sur le terrain associatif, et a son mot à dire, puisqu'elle voit aussi les choses de manière en général un peu différente. Donc je crois que la femme a un certain nombre de choses à apporter dans le débat public, et c'est pour ça que de plus en plus de femmes prennent la parole. Il y a aussi des lois qui ont incité les femmes à participer au débat public. La parité aussi est quelque chose d'important qui a permis à des femmes de prendre la parole. Au départ, elles n'étaient là que parce qu'elles étaient des femmes, mais aujourd'hui, j'ose espérer, même si des fois je me pose des questions, qu'elles sont là pour leurs compétences qu'elles apportent aussi au débat public pour pouvoir faire avancer les choses avec les avis des uns et des autres. Et notre organisation, en tout cas le SNES et la FSU, sont extrêmement vigilants sur la place des femmes dans la société. On fait beaucoup de choses. Je prends l'exemple de l'année dernière où on a fait un stage à la FSU sur les violences sexistes et sexuelles dans l'éducation nationale. Donc il y a aussi ces questions-là que l'on se pose et toutes les questions d'égalité au sein de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que nous sommes partenaires, voire organisateurs avec l'Union des femmes de la Martinique de la manifestation de vendredi à 17h30 sur l'esplanade de l'Atrium. Esplanade de l'Atrium, vendredi, 17h30. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Il y aura des prises de... On voit d'ailleurs l'affiche là, Solariat pour droits femmes, voilà, etc. Donc, c'est une manifestation de quel style? Il y aura, c'est très populaire, évidemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, tout le monde y est convié. On espère que beaucoup de personnes seront conviées, que beaucoup de personnes vont venir, excusez-moi. Oui. En tout cas, nous, dans notre organisation, on a appelé les hommes comme les femmes naturellement. Et je crois que c'est aussi l'occasion, puisque vu l'heure d'emmener les enfants, parce que ce sont aussi des enfants qui doivent se saisir de ces questions-là. Parce que c'est à 17h déjà? C'est à 17h30, oui, donc c'est après la journée. Oui. En sachant
sachant aussi que le SNES et la FSU appellent à une grève féministe. On le fait aujourd'hui chaque 8 mars pour les questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il faut quand même savoir que dans l'éducation nationale, en moyenne, il y a 200 € de différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. On est en train de regarder une affiche, pendant que tu parles, Valérie, le pacte. Alors là l'expression est choc. Hein. Le pacte contre les femmes. Le pacte contre les... Oui, le pacte, c'est sanguinaire, ça. C'est-à-dire que c'est clair pour nous. Le pacte a été mis en place par la centrale, par le ministère de l'Éducation nationale, pour soi-disant permettre d'augmenter les salaires. Mais il se base sur un contrat entre l'État et le fonctionnaire. C'est la première fois qu'on voit un fonctionnaire signer un contrat avec un certain nombre de tâches supplémentaires pour lesquelles s'engage le fonctionnaire enseignant. S'il s'agit de tâches supplémentaires, il faut du temps pour des tâches supplémentaires. Qui est-ce qui a le moins de temps et qui a souvent en charge la famille? La femme. Donc la femme ne peut pas prendre du pacte. Bien évidemment que nous, en tout cas, au SNES et à la FSU, on est contre le pacte parce que nous considérons qu'on doit avoir des augmentations de salaire sans signer le pacte. Mais les enseignants gagnent en moyenne 200 € par mois de moins que les enseignants. Les enseignantes, là, c'est une sanction carrément, là. Parce que les hommes peuvent s'engager davantage au sein de l'école parce qu'ils ont peut-être plus de temps et que les hommes sont mieux notés, passent plus vite au grade supérieur, à la hors-classe, à sa classe exceptionnelle, parce qu'ils s'engagent certainement davantage dans les établissements, parce qu'ils ont plus de temps. Donc, il y a des inégalités salariales à l'intérieur. C'est une forme de discrimination. Oui, c'est une forme de discrimination. Non, mais c'est peut-être... On dirait que ça passait sous silence. Les gens ne parlaient presque pas de ça, quoi. Enfin, vous le constatez, vous les enseignants, nous les enfants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'égalité totale parce qu'on est dans un système avec une avancée d'échelon qui est la même selon qu'on est un homme ou une femme, etc. Des indices. Mais quand on regarde précisément les chiffres, on voit qu'il y a des différences parce que les hommes sont mieux notés, par exemple, par leurs IPA que les femmes. Pourquoi ils sont meilleurs? Pourquoi? Parce que souvent, ils ont plus de temps au sein des établissements scolaires parce qu'ils ont moins de responsabilité auprès de la famille, etc. Oui, extra. Oui. Donc, derrière, ce sont des combats que nous menons sur la parité, sur la vraie parité, même si, bien sûr, on est dans l'éducation nationale, c'est moins visible que dans le privé, mais il y a encore des inégalités. Il y a aussi des métiers de femmes dans l'éducation nationale, comme les AESH, qui sont les personnes qui aident les enfants en situation de handicap, dans lesquels il y a énormément de difficultés aussi dans ces métiers-là, qui sont des métiers qui sont extrêmement féminisés. Donc, vous voyez que nous avons ce combat-là que nous menons et c'est pour ça que nous sommes organisateurs aux côtés de l'UFM et d'autres organisations de cette manifestation à laquelle on tient. On va faire une petite digression concernant ce que tu viens de dire, les AESH. Mais j'ai l'impression que la mission même des AESH, elle n'est pas tout à fait bien définie. C'est un intermédiaire entre la famille et l'enseignant, etc. Parce que c'est assez ambigu. Ouais. La mission est définie. Cependant, les conditions de travail dans lesquelles se trouvent les AESH, parce qu'on a mis en place ce que l'on appelle les PIAL, qui font que de plus en plus les AESH ont plusieurs élèves dont elles doivent s'occuper, des fois dans la même classe en même temps. Et puisqu'il n'y a pas suffisamment d'AESH, donc on n'est même plus pas en capacité dans l'éducation nationale de donner le nombre d'heures accompagnées aux élèves en situation de handicap auxquels ils ont droit. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'AESH. Donc, quelque part, aussi derrière, il y a beaucoup de violence à l'égard des enfants qui sont handicapés. Tout à fait. Et on en demande trop aux AESH par rapport à leur mission de base, qui fait qu'elles sont dans une grande souffrance professionnelle. Oui, mais là, ça, il faut bien définir. C'est pas faire le travail de l'enfant à sa place, non plus. Il y a pas ça. C'est l'aider à faire son travail. Lui relire les questions, la compréhension, l'aider, et puis des fois dans des tâches du quotidien. Quand un enfant est handicapé et qu'il doit aller aux toilettes, il est souvent accompagné par l'AESH. Parce qu'elle doit aussi l'aider dans les tâches les plus élémentaires, puisque des fois, il y a des problèmes de motricité, comme tu le dis. Ouais. Alors voilà, on va revenir là-dessus. Mais un petit point également qui m'interpelle, dans ces journées de revendications, etc., comme la journée du 8 mars, est-ce que les retraités sont avec vous également? Vous avez des retraités qui viennent? Parce que, je suis bien placé pour te le dire, lorsqu'on est retraité, hop,
Est-ce qu'on les voit? Alors, en tout cas, au SNES, En matière d'exemplarité, hein. Au SNES, on a un collectif de retraités qui viennent, qui sont des retraités souvent, qui étaient d'anciens militants. Ça te fait sourire, pourquoi? Je dis ça me fait sourire parce que souvent, ce sont encore des militants qui ont milité toute leur vie qui se retrouvent à la retraite dans le même combat, hein. Dans notre organisation syndicale et qui se battent pour les retraites aussi, pour la revalorisation des retraites. Et souvent, on fait partie des manifestations et ils viennent des fois en manifestation avec nous, notamment pour les droits des retraités, puisqu'on doit aussi gagner un certain nombre de droits pour les retraités. Gagner le combat de la revalorisation. Il y a une légère avancée, enfin, je regarde quand même les virements. Il y a une légère avancée. 7%. Mais c'est la lutte qui a permis ça aussi. Ah bon? Ah oui, c'est la lutte des retraités parce qu'ils sont vraiment organisés au sein de la fonction publique également qui permet ces revalorisations. Donc quand on est retraité, ce n'est pas la fin de la revendication. Au contraire, on a plus de temps pour revendiquer, pour venir nous aider à revendiquer pour plus de droits pour les retraités. On vous écoute, Valérie, on a l'impression que vous voyez déjà la retraite. Vous allez militer toujours, mais mine de rien. Je crois que quand on est militant de l'âme, non, vraiment, je suis extrêmement attachée à mon organisation syndicale. Et je crois que quand on est militant dans l'âme, on a envie de militer jusqu'au dernier souffle. Donc, on va revenir à la manifestation du 8 mars. Alors, on est sur l'esplanade de la Triomphe de Fort-de-France. Il y a des expressions, il y a des artistes. Là, mais bon, l'expression artistique chez les femmes, là également, c'est important. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors moi, je suis très peu artiste. J'avais un père artiste, mais je suis très peu artiste. Donc, j'ai l'impression que je n'ai pas cet esprit-là. Mais l'art est quelque chose, est une forme extrêmement importante pour diffuser un certain nombre d'idées. Mais à titre personnel, je ne le suis pas. Mais c'est une forme extrêmement importante pour faire passer un certain nombre d'idées. Je ne dis pas que l'art n'est pas important. Je dis que moi, je ne le suis pas. Mais que l'art est une forme extrêmement importante. Et souvent, lors de nos manifestations, il y a toujours des personnes avec une expression artistique, avec des personnes qui ont des pancartes, des panneaux sur lesquels il y a picturale, même des artistes qui chantent. Il y a normalement, Nicole cache des poèmes, etc. Tout à fait. Ce seront aussi des choses importantes le 8 mars, puisque nous appelons tout le monde, comme je l'ai déjà dit, et comme je le répète, à venir sur l'esplanade de la Triomphe. Voilà. Donc, et côté syndical, là, maintenant, le combat que vous menez contre les mutations, etc., est-ce que c'est un combat qui est toujours d'actualité? Bien évidemment. Pas forcément pour les femmes, hein. Oui, bien évidemment que c'est un combat d'actualité. On se bat au quotidien pour pouvoir permettre aux Martiniquais de revenir sur le territoire. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les résultats de du mouvement interacadémique. On saura le nombre de collègues qui ont obtenu leur mutation pour la Martinique. Et on va commencer le combat pour pouvoir les aider à formuler des dossiers pour que l'administration revienne sur sa décision si besoin, s'ils n'ont pas obtenu l'académie, puisque les collègues ont la capacité de faire des recours. Donc, si les collègues ont des difficultés et ne sont pas nommés dans l'académie, nous sommes là pour les accompagner pour faire les recours. Ouais, on a aussi, il faut observer également la valse dans le ministère de l'Éducation nationale. Il y a des fois actuellement, celle qui est nommée, est-ce que vous avez déjà eu des doléances à lui faire? Alors, bien évidemment que la représentation nationale a déjà rencontré Nicole Belloubet, qui est la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, qui avait été ministre de la Justice à un moment. Oui, il faut savoir aussi que Nicole Belloubet a été rectrice et qu'elle avait démissionné de son poste de recteur parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens. Aujourd'hui, elle rentre dans les rangs puisque il y a beaucoup de suppressions de moyens. En Martinique, il y aura 115 suppressions d'enseignants pour la rentrée prochaine. Ouais. Donc, on est aussi en ce moment dans cette lutte. Je vais beaucoup dans les établissements scolaires. On fait le point avec les collègues. Il y aura beaucoup de luttes parce qu'il y a des suppressions de divisions qui sont beaucoup plus importantes que la baisse démographique, puisque le seul argument de l'État, c'est la baisse démographique. Donc, on est aussi dans cette lutte, on est dans les luttes des chocs de savoir. Vous voyez, on est extrêmement occupé, en tout cas, en sachant aussi que la semaine prochaine, nous serons en congrès national à La Rochelle pour faire remonter les doléances de l'Académie Martinique. Non, ça c'est très important ce que tu es en train de dire. Et en matière de contenu maintenant, on va aller dans le contenu des programmes, etc. Les gens vous disent souvent que le baccalauréat maintenant, c'est pas un diplôme au rabais, etc. Est-ce que côté enseignement, ça fonctionne bien?
Alors, nombre toutes confondues. Hein, oui. Ce sont, en ce moment, bien évidemment, la plupart des enseignants, ils aiment leur métier. Hein. Nous, en tout cas, on n'aime pas trop qu'on parle aux enfants de bac au rabais. Je suis désolée, il y a des enfants qui travaillent pendant toute leur scolarité pour avoir le bac, et c'est particulièrement difficile pour eux d'entendre dire que leur bac ne vaut rien. Donc ce n'est pas très facile, donc on considère qu'il faut quand même les accompagner mieux, et c'est ça aussi, il manque de moyens pour pouvoir faire véritablement les choses que l'on veut faire avec nos élèves, pour pouvoir aller plus en profondeur de nos programmes, pour pouvoir véritablement aller plus en profondeur dans la méthodologie. On a des idées en tout cas pour pouvoir permettre que le niveau s'améliore, parce que c'est notre objectif que le niveau s'améliore. Bien sûr, il y a des difficultés du quotidien, mais dire aux enfants qu'ils ont un bac au rabais, franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de dire, parce que voilà, on peut pas dire à nos jeunes aujourd'hui, vous avez un bac au rabais et puis voilà, votre bac il ne vaut rien. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés, notamment d'écriture. De plus en plus, on est face à ces difficultés-là. Les enfants qui écrivent très mal, je ne parle pas seulement d'écriture et de la graphie, je parle de la qualité de l'expression écrite, des fautes d'orthographe, c'est les réseaux aussi, et puis c'est l'abandon du bled, excusez-moi. Mais oui, et puis l'abandon de la lecture, du livre. De la lecture, du les livre. CDI sont... Il y a des choses à faire, mais on ne peut pas faire sans moyens. Quand on a des classes qui, de plus en plus, sont importantes, je vois que dans certains lycées, dans beaucoup de lycées, notamment dans mon lycée, on a des classes souvent à 32, 34, 32, 34. C'est difficile. Et le fameux enseignement différencié que l'on doit mettre en place, ce n'est pas toujours facile quand on a une classe de 32. Ouais. Ce serait encore très 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 long à parler du contenu même pédagogique, etc., des techniques maintenant pédagogiques. Mais tu vas rappeler quand même la journée du 8 mars, faire un rendez-vous. Ce sera interactif. Si une maman vient, il prend la parole, est-ce que le micro est ouvert? Oui, en général, les micros sont ouverts. En général, les micros sont ouverts. On n'est pas là pour... voilà. Bien évidemment, on invite tout le monde à participer à cette manifestation de vendredi. Je rappelle que le rendez-vous est à 17h30 à l'Atrium. Voilà. Sur l'esplanade de l'Atrium. Sur l'esplanade de l'Atrium. Vous avez compris, le combat des femmes, c'est ça. Le rendez-vous est là, n'oubliez pas. Donc, vendredi prochain, 17h30, sur la place de l'Atrium. À très bientôt.